Bonjour à toutes, bonjour à tous, le 18 mai 2017. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de texte sur Facebook. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de le faire. J'étais en interview hier pendant 3 heures avec deux personnes formidables. Marc Gray qui gère sa chaîne. Il est spécialiste de l'ufologie et s'intéresse à tous les sujets. Et Sofiane, un ami, qui est un homme assez remarquable, et vous aurez tout le loisir de le reconnaître. C'est un homme avec une intelligence lumineuse, brillant, vraiment brillant. Ça a été un vrai plaisir de mener cette interview qui sera disponible dès la semaine prochaine. Je voudrais dire parce que Sofiane évidemment est à moitié marocain et à moitié allemand, il est français. Il est handicapé, gravement. Il est prisonnier sur une chaise depuis toujours. Mais il a développé des facultés cérébrales extraordinaires et une culture phénoménale. C'est un garçon qui lit énormément, qui a fait des études et qui a une réflexion passionnante sur le monde et sur les événements de ce monde. Alors je m'adresse à tous les racistes en tout genre, et je peux vous dire que vous lui arrivez même pas à la cheville, du point de vue philosophique ou culturel, même si lui, le pauvre, n'a même pas de cheville. Alors je vous encourage à voir cette vidéo, cette interview qui dure 3 heures, qu'on a dû couper en deux, évidemment, parce que c'est trop long. Mais des sujets graves sont développés lors de cette interview et des propositions aussi sont très intéressantes. Donc je vous encourage à regarder. Je mettrai le lien sur ma chaîne, Marc aussi, et sans doute que Sofiane en fera autant. Alors aujourd'hui, ce matin, il y a 10 minutes, j'ai eu une très mauvaise surprise, parce que sur mon balcon, j'ai trouvé ce petit être merveilleux. C'est un petit piquet-pêche. Alors, s'il y a des spécialistes des oiseaux et d'ornithologie, je vous en prie, faites-moi signe et donnez-moi des conseils pour aider ce petit être à vivre. Voilà. Je ferai tout ce que je peux pour le sauver. Alors, pas de texte écrit aujourd'hui, mais hier, à 15 heures, le résultat qui a mis en haleine toute la France. Déjà, les Français commencent à réaliser qu'ils se sont bien fait avec une poignée de gravier. Ils sont bien fait mettre par une élection truquée, complètement fabriquée par cette odieuse oligarchie qui nous a imposé un jeune incompétent. Il n'y a pas d'autre mot dans la matière en tous les cas. Il est peut-être très bon banquier d'affaires, mais il ne peut pas être bon président. Il a été minable ministre. Il nous a collé les lois Macron et El Khomri, contre lesquelles tout le monde, mais alors toute la France était contre. Alors là, c'était l'explosion de colère, les manifestations, les nuits debout, enfin tout le monde s'est révolté contre ce type, sans savoir que c'était ce type. Et tout le monde l'aurait élu. Je sais pas moi, quand il y a quelqu'un qui me fiche un coup de pied dans le cul, je vais pas lui cirer les pompes après. C'est normal. Passons. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec le nouveau gouvernement? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas moi. Moi, j'ai rien fait, moi, je suis innocent. Aux mains propres. Hein. Propre. Vous voyez, je suis tellement innocent, il m'a chié sur les mains, je me suis lavé les mains, je lui en veux pas. C'est la différence. Parce que lui, il nous chie dans les bottes et puis on a la rancune tenace. Alors il y a des gens qui sont révoltés, ils ont envie de lui faire du mal.
pas lui faire du mal. Il n'y peut rien non plus. C'est qu'un objet, c'est qu'un outil. C'est un outil. Quand vous écrivez des belles choses ou quand vous écrivez des horreurs, vous utilisez ça. C'est un outil. Ou votre clavier, c'est un outil. C'est tout. Donc Macron, c'est un outil. Et cet outil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un Premier ministre de droite dure. Un couille qui est mêlé à des sales affaires dans le trafic d'uranium dans le Sahel et à la création et surtout à l'entretien des troubles auprès des peuplades parce qu'il les a bien aussi. Donc s'il est capable de, je vais être grossier, de niquer les pauvres, il est capable d'enfumer les Français. Alors évidemment, Macron va prendre un type pareil parce qu'il connaît ses limites. Et il sait aussi qu'il fait partie d'une majorité parlementaire de droite dure, donc la droite jupéiste, et qu'il s'attend que pour les élections qui arrivent, le côté politique UMP de son Premier ministre vote évidemment pour la majorité parlementaire du président, qui n'en a pas parce qu'il n'est même pas parlementaire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les mêmes, ils ont recommencé. Ils ont pris des énarques, 18 énarques. Et puis un clown magnifique, mais alors magnifique. Évidemment, je vais m'attirer les foudres des écologistes. Mais de toute façon, les écologistes ont toujours voté à droite. Alors, ah, c'est pas vrai, on n'a jamais voté à droite. C'est pas nous. Si, c'est vous. À partir du moment où vous avez voté socialiste, vous avez voté à droite. Parce que le socialisme, c'est de l'extrême droite. Staline était national-socialiste, Hitler était national-socialiste, Mussolini était national-socialiste. Ils y sont tous, même Pinochet, mais ils sont tous socialistes. C'est formidable. Ah, j'ai mon petit pic et pêche qui bouge là. Je vais lui donner à manger après. C'est dingue, non? Donc maintenant, on a un soi-disant écologiste, je dis bien soi-disant. Je ne sais pas si vous connaissez cette image de M. Hulot en famille sur un Zodiac avec 2 moteurs de 250 cm3. Pour un écologiste, c'est top. D'ailleurs, si vous le connaissez bien, M. Hulot, si vous le fréquentez, est-ce qu'il aurait un 4x4 par hasard? Il faut bien transporter sa tribu, donc il faut une grosse voiture. Il n'y a pas véritablement de grosse voiture écologique. Et puis, il y a eu une conférence en France, je crois que c'était à Toulouse, je ne sais plus, c'est pas d'importance où. Ça a été filmé au téléphone portable, où un membre du public lui a parlé des chemtrails, vous savez, les chemical trails. Qu'est-ce qu'a répondu notre ministre de l'écologie? Il a dit « Oh non, ça c'est des histoires inventées par Internet, ça n'a aucune notion scientifique, enfin bref, rien du tout. » Spécialiste de l'écologie, spécialiste de la nature. Et ce type vient nous parler des chemtrails en disant que ça n'existe pas. Moi, je suis spécialiste de rien du tout. Je suis un simple citoyen. Pourtant, je sais que les chemtrails officiellement existent depuis 1946. Des documents déclassifiés sont sortis, donc nous savons maintenant que le gouvernement reconnaît l'existence des chemtrails. Reconnaît justement l'influence des chemtrails sur le climat. Ils sont capables de faire pleuvoir où ils veulent. Ils savent aussi que les chemtrails sont responsables des conditions climatiques désastreuses comme des pluies spontanées, des ouragans, des tempêtes, des Katrina et je ne sais plus quoi, des Hugo, comme vous voulez. Ils savent que ce sont les conséquences des chemtrails, c'est inévitable. Déjà, les paysans et exploitants agricoles dans les années 47 se plaignaient au Congrès de ces conditions climatiques qu'ils ne connaissaient pas, mais qui sont les conséquences. Alors si nous savons, parce que nous avons fait des recherches, comment se fait-il que ce type ne sache pas? Il y a 2 solutions. Soit il travaille pour ces gens-là, soit il est ignorant. Et alors s'il est ignorant, c'est pire, parce qu'on a mis un ignorant
qui prétend savoir et qui connaît rien, un beau parleur qui prétend parler d'écologie et qui dans le fond n'en a strictement rien à faire. C'est juste un moyen pour permettre à son ego de se développer. Ah oui, alors on va hurler, mais c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. Nicolas Hulot, c'est un écologiste qui a commercialisé sa marque Ushuaïa, qui en a fait une sorte de trust international. Ça, c'est un écologiste. De toute façon, au gouvernement français, à chaque fois qu'on a eu des prétendus écologistes, on a eu zéro écologie. On n'a eu que des restrictions pour permettre aux grands groupes et à l'oligarchie de s'enrichir. Alors vous allez voir, Nicolas Hulot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous stigmatiser, nous, le peuple, nous, hein, toi, moi, d'utiliser du plastique. Qui produit le plastique? Moi? Non. D'utiliser les voitures? Qui produit les voitures? Moi? Non. D'utiliser du pétrole? Qui utilise le pétrole? Moi? Par la force des choses, mais qui le produit? C'est les Saoudiens et les Qataris. Mais les Saoudiens et les Qataris ne payent pas d'impôts en France. Et puis, c'est eux qui financent le terrorisme. Évidemment, bien conseillé par l'oncle Sam au-dessus. Hein. Donc, en fait, Nicolas Hulot ne sert à rien d'autre qu'à faire voter des lois pour nous imposer de nouveaux impôts et pour nous prendre dans nos poches l'argent que ces patrons nous ont déjà pris. Alors, ce nouveau gouvernement, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Le gouvernement de petit Bokassa avec ses ministres de choix qui sont là pour nous enculer gravement. Ouais. Gravement. Alors j'ai reçu un message fort sympathique d'une dame charmante ce matin qui me disait qu'elle venait de signer une pétition pour destituer le président. Je trouve que c'est très courageux. Elle va donner son nom à une liste qui va directement aller dans les services des renseignements généraux, déjà, pour déterminer qui sont les contestataires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, est-ce que vous croyez sincèrement qu'une pétition pourrait destituer le président Macron qui a été élu en grande pompe de la façon la plus sordide qui soit, la plus malhonnête dans cette élection volée, trichée? Vous croyez vraiment que tiens, un petit papier, nous, tous ces gens-là, ils voudraient que tu partes? Et lui, il va dire, bon, je vais faire plaisir à ces gens-là, je vais partir. C'est normal, vous me le demandez si gentiment. Il faut que vous réfléchissiez au principe. Si on est parvenu à mettre Macron en place, c'est parce que l'oligarchie tremble. L'oligarchie, c'est quoi? C'est 1%. 1% de la population mondiale. C'est infime. Ça veut dire qu'il y a 99% qui pourraient être agissants. Imaginez un peu, comme ce qui se passe au Venezuela. Au Venezuela, les citoyens n'en peuvent plus, n'ont plus d'argent, n'ont plus rien à bouffer, donc ils se révoltent. Il n'y a que la faim qui fait révolter les gens. Alors eux, ils balancent pas de cocktail Molotov sur les flics, hein. Ils balancent de la merde. Mais vraiment de la merde. Hein. Ils les arrosent de merde. Ah oui, c'est normal. Quand la merde défend un pouvoir de merde contre un peuple qui a faim, il faut lui donner ce qu'il est, de la merde. En Indonésie, c'est pareil. En Indonésie, ils veulent foutre le feu à l'ambassade américaine. Parce qu'ils en ont marre des ingérences américaines sur le monde, qui sont des ingérences d'une malhonnêteté épouvantable. D'ailleurs, il faut que vous le sachiez, si vous, en tant que Français, vous commettez, ou n'importe qui du gouvernement commet des actes de barbarie, il peut être jugé dans un tribunal international. Mais quand les Américains commettent des horreurs, même les soldats, hein, ils ne sont jamais jugés. Parce que l'Amérique ne reconnaît aucunement le moindre tribunal pour les juger eux. Et c'est ce qui s'est passé en Colombie quand ils ont violé près de 360 jeunes filles, les militaires américains, les pédophiles, là. Ils ont violé des enfants.
des jeunes filles, comme ça, il les prenait, il les niquait, et il les jetait dans la rue après. Alors évidemment, les Colombiens, ils en avaient ras-le-bol de voir leurs enfants se faire violer par des enfants de salauds. Ils ont voulu porter plainte, mais ça marche pas. Parce qu'on ne peut pas condamner, on ne peut pas les juger, ces gens-là. Ils ont tous les droits. Tous les droits. Alors les Indonésiens, ils ont dit, bah, attendez. Et nous, on a encore de la cervelle, on va se battre. C'est juste pour vous dire que dans d'autres pays, il y a des gens qui pensent encore et qui agissent. En France, c'est la peur au ventre. Ça me rappelle ces gosses qui vous couraient après pour vous insulter, vous traiter de sale zigane, sale étranger, sale ci. Et quand on se retournait pour aller les regarder droit dans les yeux en disant « Qu'est-ce que t'as dit ?», ils se barraient en courant. Ben, les Français, c'est ça. Ils sont réputés pour être très lâches. Ils n'ont pas de couilles au cul. Je suis désolé. Enfin si, mais... Celle de ce nom. Je suis désolé d'être si trivial, mais c'est la situation. Donc je voudrais dire à ces gens qui croient encore que les pétitions peuvent aider à renverser un chef de gouvernement qui vient de s'installer, ben soit vous êtes très naïfs, soit vous faites leur jeu, le jeu des salauds qui font des pétitions pour vous faire croire que vous avez un pouvoir. Mais vous n'avez aucun pouvoir, vous appartenez à cette oligarchie. Alors, vous pouvez croire que vous avez fait une pétition parce que vous êtes démocrate et que vous croyez en la démocratie. Vous pouvez croire à la démocratie, mais eux, ils n'y croient pas à la démocratie. Ils s'en foutent de la démocratie, c'est pas leur propos. Leur propos, c'est de vous piquer votre pognon et que vous soyez soumis et que vous soyez des bons esclaves. C'est tout. Regardez, dans les entreprises, tous les gens qui réfléchissent, à 90%, ils sont virés. Tous les gens compétents sont virés. On ne laisse en place que les incompétents et les tortionnaires. N'est-ce pas? Vous qui avez été viré, vous pouvez en témoigner. Demandez-vous pourquoi. C'est ça le problème. Moi, quand j'ai travaillé dans une télévision, j'ai vu des incompétents incultes qui avaient des postes parce que l'oncle était directeur de machin, le père était machin. C'était que ça. Ou alors c'était promotion canapé. Ou alors des secrétaires qui gardaient les enfants des directeurs et qui finissaient par avoir un poste de chef de service. C'est que comme ça que ça marche. C'est le syndrome de Peter, c'est le nivellement de la médiocrité par la médiocrité. Il y a une pyramide, au-dessus tu as l'œil. L'œil de son, comme ça, l'affreuse œil qui voit tout. Elle voit tout, même dans la caméra, elle voit tout. Et puis il met en place des gérants. Macron, c'est pas un président, c'est un gérant. Et le gérant a mis un sous-gérant, qui lui met encore des sous-gérants, ainsi de suite. Donc on va gérer par des gérants et des sous-gérants. Et ça n'a jamais marché en fait. En fait, ça n'a marché que par la tyrannie et l'obscurantisme. Lorsque Engels a étudié les tribus amérindiennes, parce que Engels travaillait avec Marx, c'est grâce à ça que Marx a pu écrire Le Capital, à cause des idées d'Engels, qui étaient vraiment passionnantes. Il avait élaboré, il avait étudié la vie dans les civilisations amérindiennes et il s'était rendu compte que le communisme, tel qu'il a été appelé après, fonctionnait très bien. C'est-à-dire que la communauté était toute à égalité. Bon, il y avait le chef, évidemment, le sorcier, l'homme médecine, qui avait des statuts indépendants, mais tous les autres, les guerriers, les cultivateurs, tout le monde avait son rôle à jouer et tout le monde était égal. Et ça fonctionnait très bien. Et ce qu'Engels avait remarqué, c'est que ça fonctionnait très bien dans des petits groupes. Des groupes de 100, 200 personnes. En Espagne, il existe un village très intéressant, communiste, communautaire. Tout le monde a sa maison et tout le monde a son SMIG. Il y a une usine, tout le monde travaille. Tout le monde fait tout. On fait les maisons des uns, on fait les maisons des autres. C'est un travail communautaire absolument remarquable. Ça fonctionne très bien, ça gêne personne, c'est le paradis. Donc ça peut marcher.
Mais on ne veut pas que ça marche. Ces exemples sont juste là pour nous donner de l'espoir, pour nous dire que ça pourrait marcher. Aujourd'hui, Pierre Rabhi fait sa petite communauté et fonctionne très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors on me demande des solutions, les solutions elles sont là. Mais si on veut quitter la société, c'est très difficile parce qu'on n'a pas le droit de ne pas s'abonner à l'électricité, on n'a pas le droit de ne pas s'abonner à l'eau, on doit avoir une fourniture d'eau, on est obligé d'avoir de l'assainissement, soi-disant pour l'écologie. Vous savez que si votre chien meurt, vous n'avez pas le droit de l'enterrer dans votre jardin parce que c'est pas écologique. En revanche, les chasseurs qui blessent des animaux qui vont crever n'importe où, ça c'est écologique. Ça fait partie de ces lois qu'on invente pour brimer les gens, systématiquement. Donc si vous croyez que vos pétitions vont changer quelque chose et vont forcer M. Macron à lâcher sa gérance, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Vous savez, la seule chose qui fait peur à l'oligarchie, c'est la révolte. C'est les gens dans la rue. C'est ça qui leur fait peur. Et c'est malheureusement la seule chose, le seul pouvoir qu'il nous reste. Et même là, les pacifistes sont pollués par des agents de ces gouvernements qui viennent troubler les manifestations et provoquer justement l'agressivité et la violence des forces de l'ordre. Tout ça, c'est manigancé et vous tombez dans le panneau. Donc si vous organisez des manifestations, je vous encourage véritablement à créer des services d'ordre et à vous débarrasser de tous ces fauteurs de troubles qui sont responsables des échecs des manifestations. Mais d'ailleurs, en France, ils sont tellement malins au niveau de l'oligarchie que vous n'avez pas le droit de faire une manifestation si vous ne l'avez pas déclarée à la préfecture. C'est comme de dire à son ennemi, écoute, je serai là à telle heure, puis on fera la guerre. C'est vachement intelligent, ça. C'est comme les agriculteurs. Moi, je comprends qu'ils manifestent. Mais je me souviens d'une manifestation d'agriculteurs à Strasbourg, place Broglie, où il y a eu tous les tracteurs et ils ont balancé des lacrymos sur la population. Il y avait des femmes avec des bébés dans des poussettes, ça les a pas gênés. Alors, quand des connards, parce que c'était des connards, moi j'étais dedans, hein, j'étais là par hasard et je me suis fait gazer comme ces femmes avec leurs bébés qui hurlaient, hein, tellement ils avaient mal. Bah, quand des connards agissent comme ça, vous vous dites que peut-être qu'on mérite d'avoir les gouvernements qu'on a. Hein. Je suis désolé, j'ai rien du tout contre les agriculteurs, au contraire, j'ai même écrit en faveur des agriculteurs à de nombreuses reprises. Mais il faut coordonner vos mouvements, il faut être plus intelligent, c'est pas les citoyens qu'il faut brimer, parce que c'est les citoyens qui sont déjà brimés. C'est, je sais pas moi, aller à l'Élysée, déverser des tonnes de merde dans la cour de l'Élysée, empêcher les présidents et les ministres de sortir, je sais pas, il y a une réflexion. Non, ils en ont pas. C'est comme ça. Alors j'ai un ami qui m'a envoyé un article aujourd'hui très intéressant du Washington Post. Alors le Washington Post déclare qu'il faut exécuter toutes les personnes qui manifestent contre les vaccinations. Ça veut dire que si vous êtes contre la vaccination, eh ben on va devoir vous tuer. Enfin, vous serez tué. Je suis très menacé. Très très menacé parce que dans ce bouquin, je parle justement des... allez, je vais vous lire un petit truc. Oh, j'ai pas préparé, c'est dommage.
Oh là 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 là, je vous fais perdre du temps, là, c'est dommage. Ah, c'était sur le garde d'asile. Je crois que je vous ferai une vidéo sur le garde d'asile. Parce que... parce que c'est une belle... Ouais, ouais, c'est mieux. Parce que là je cherche comme ça, on trouve jamais quand on cherche, donc voilà. Alors, les Américains déclarent aujourd'hui, donc dans le Washington Post, c'est pas n'importe quoi hein, comme journal, hein, qu'il faut abattre les sonneurs d'alerte qui disent que les vaccins sont toxiques et dangereux, pour partie. Et puis là, j'ai reçu un article également très intéressant. Alors, nouvelle forme d'eugénisme, une étude du BMJ atteste que le vaccin DTC tue les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que le DTC? C'est le vaccin diphtérie, tétanus, coqueluche. Alors, une étude publiée par le British Medical Journal, hein, c'est le BMJ, a clairement établi que le vaccin DTC est un tueur. Elle a même démontré que les bébés filles bien nourris recevant le vaccin DTC meurent en plus grand nombre que celles qui sont mal nourries et qui ne l'ont pas. Intéressant, non? Alors évidemment, pour parler de ça, je risque de me faire tuer. Et vous, parents, vous n'avez pas le droit de savoir. Non, vous n'avez pas le droit de savoir parce que c'est un scandale de pouvoir remettre en question le lobby pharmaceutique. Mais comme c'est l'oligarchie qui gagne à chaque fois, parce que c'est ça hein, l'oligarchie, vous allez voir, hein, la bande à Macron, ils vont nous coller des trucs encore dans le même genre. Parce que c'est inévitable. Inévitable. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est ça qui leur permet de se financer, de s'autofinancer. Donc, on n'a pas le choix, on va se faire vraiment zigouiller, vos enfants vont mourir, mais c'est pas grave. De toute façon, si vous n'êtes plus capable d'en faire à cause de tous les pesticides, vous pourrez les commander sur Internet, vous allez voir. Hein. Ça sera très simple, ça va marcher. Donc réfléchissez à tout ça. Troisième chose dont je voulais vous parler, mais je vous assure, je vous ferai un truc sur le vaccin. Je serai sans doute censuré parce que l'oligarchie déteste qu'on dise la vérité. C'est vraiment quelque chose qu'ils ne supportent pas. J'ai un nouveau contact qui m'a fait découvrir un homme remarquable qui s'appelle Philippe Bobola. Non, ce n'est pas Monsieur Bambola, ni Bamboula, c'est Monsieur Bobola, qui est un scientifique. Et j'ai noté une phrase qu'il a dit et qui m'a vraiment plu. Je vais vous la lire. Le temps est une sorte de flux qui s'accélère et se décélère, et qui est modulé par un cycle. Et quand on arrive à la fin d'un cycle qui dure 25 000 ans, ce qui est notre cas actuellement, il y a plus d'informations qui passent. Actuellement, les gens deviennent de véritables récepteurs. Ils reçoivent plein d'informations. Et si ces gens sont capables d'écouter l'information qui leur est envoyée, ils sont en mesure de raisonner avec les confins de l'univers et de recevoir ces informations. Alors j'en ai parlé parce que ça m'a parlé. J'en ai parlé à mon assistante Pascal, qui travaille avec moi souvent, qui m'est pour moi indispensable parce que quand j'écris pendant des heures, des fois j'ai pas le même recul, donc je travaille avec mon ami Pascal qui m'aide beaucoup là-dessus. Et qui est toujours la première à être informée. Et elle m'a dit, je comprends pas très bien tout ça. Et ça m'a donné à réfléchir. Pourquoi est-ce que moi j'arrive à comprendre cette notion et elle ne le peut pas? Et ça nous renvoie à des seuils. On a des seuils de perception. On a, comme disent les Japonais, des tiroirs dans la tête qu'on peut ouvrir et qu'on peut fermer. Et on a des seuils d'éducation, c'est-à-dire qu'on a été éduqué, on a suivi un mode d'éducation et on l'applique toute sa vie. C'est comme ça. Hein. C'est le modèle de l'éducation, c'est comme pour les animaux, c'est comme pour les enfants. C'est pareil, on leur apprend à. Par exemple, vous avez un chien, vous lui apprenez que ses besoins, il faut les faire dehors. Vous lui apprenez qu'on mange à heure fixe, le matin, le soir. Pour lui, en tous les cas. Pour les humains, c'est matin, midi, soir, c'est différent. Donc, il y a des règles. Et ces règles sont établies. Et les gens sont bloqués sur ces règles et ne pensent plus à autre chose.
c'est pas de leur faute, hein. Parfois, il arrive dans la vie des drames, des chocs, des réveils soudains, des prises de conscience. Et ces prises de conscience permettent d'accéder à ces seuils supérieurs de compréhension. Évidemment, l'oligarchie, les Macron, les petits Bokassa ne veulent pas que tu comprennes tout ça. Les Africains, par exemple, en règle générale, sont très éveillés parce qu'ils ont des seuils de spiritualité très élevés. La philosophie a certainement été inventée en Afrique, contrairement à ce qu'on imagine. Nous avons la philosophie grecque, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que les Africains ou les Nubiens étaient des gens extrêmement évolués, bien plus évolués que les Blancs, à une certaine période de l'humanité. Et que ce qu'on a utilisé contre les Africains en usant de ce terme palabre de manière péjorative est en fait un moyen d'expression et de contact entre les personnes dans des tribus pour régler les problèmes en utilisant toutes les possibilités intellectuelles et morales pour justifier justement de tout ça. Tiens, j'ai mon petit oiseau qui se réveille. Oh là, oh là. Hop là, voilà, c'est bien, tu vas pouvoir repartir. Je te garde un tout petit peu. Je le garde un tout petit peu, excusez-moi, comme ça je pourrais terminer la vidéo. Je te jure, je te relâche. Je te jure, calme-toi, calme-toi. Bon, je crois que je vais devoir le relâcher. Je vais le remettre sur mon balcon. Ah voilà, ah, hop là, ça y est. Il s'est encore tapé la fenêtre. Oh, oui, je sais. Oui, je vais te lâcher, je te promets. Je te promets. Bon, excusez-moi, je vais le mettre sur le balcon. Et comme ça, il va pouvoir repartir. Hein, une interruption momentanée. Bon, ça y est, pardonnez-moi cette interruption momentanée, mais la nature avant tout. Donc pour les palabres, on avait déjà des discussions civilisées. C'est pour dire que certaines peuplades ou certains peuples sont souvent plus éveillés que d'autres. Donc je me suis posé la question et je me suis dit que comment se faisait-il que moi je pouvais comprendre et que d'autres adultes n'y parvenaient pas. Et je me suis souvenu de ce que m'avait dit ma mère un jour. Elle m'avait dit, Philippe, c'était un enfant adulte avant l'âge. Ça veut dire qu'on est adulte ou on est enfant. Et on est infantile jusqu'à 7, 8, 10, 12 ans, des fois plus. Et vous avez des enfants qui sont différents, qui ont un seuil de conscience et plus élevé que d'autres, à qui il arrive des choses. Des choses qui ne sont pas dans le domaine du normal, mais du paranormal. Et je pense que à partir du moment où on est différent, c'est pas parce qu'on le veuille, on ne veut pas être différent. On croit que tout le monde est pareil. C'est comme l'histoire du vilain petit canard. Hein. Lui, il est noir, mais il n'y peut rien. C'est pas de sa faute. Lui, il se voit exactement comme les autres. Donc, c'est la société qui nous montre que nous sommes différents. Parce que la société ne supporte pas la différence. Vous, parents, vous le savez, vous le voyez tous les jours avec vos enfants. Comment ça ? À chaque fois qu'un enfant est différent, il est brimé à l'école. Soit il est brimé par les instits, soit il est brimé par les enfants, soit il est mis de côté. Combien de parents ont dû vivre cette situation ? Et ça, c'est en France. Hein, parce que dans d'autres pays, c'est pas du tout comme ça. En Suède, c'était pas comme ça. Dans les pays nordiques, c'était pas comme ça. En Nouvelle-Zélande, c'est pas comme ça. C'est juste en France, parce qu'en France, on veut faire des armées de petits imbéciles robotisés.
Ils veulent des petits banquiers, ils veulent des petits commerciaux, ils veulent des petits esclaves. Ils ne veulent surtout, mais surtout pas des gens éveillés. Parce que ça, c'est la catastrophe, vous imaginez. Hein, vous mettez un grain de sable dans la machine, elle se dérègle. Tout ça pour dire qu'une fois adulte, vous avez la possibilité d'ouvrir ces portes. Mais il faut qu'il y ait une volonté. Cette volonté, elle vous est donnée à vous, elle est donnée à chacun. Même si l'oligarchie, ces espèces de monstres qui nous dominent, fait tout, ils font tout pour vous empêcher de réfléchir avec les dentifrices au fluor, avec les vitamines au fluor, avec les vaccinations, avec les chemtrails, qui n'existent pas pour Monsieur Hulot, écologiste. Tu parles d'un écologiste qui nous en fume, tu nous en fumeras pas, nous, parce que nous, on est au courant de qui tu es. Donc, tout est fait pour vous empêcher de réfléchir. Alors, toutes les publicités sur les super dentifrices qui vous réparent les dents, qui sont pleins de fluor et tout ça, c'est du pipeau. Vous prenez de l'arbre à thé, qui est une simple huile essentielle, ça vous soigne très très bien les dents. Bah, attends, non, je ne m'oppose pas au lobby des dentistes, c'est pas ça que je veux dire, hein. C'est pas ça du tout. Bref, passons. Le temps est une sorte de flux qui s'accélère et qui peut se décélérer. Et ça, on rejoint la théorie de la relativité d'Einstein qui parle du temps et qui dit qu'il n'est pas forcément linéaire, le temps. Il peut s'étendre, se détendre, aller vers le haut, aller vers le bas, à l'avant, à l'arrière. Le temps, ce n'est pas quelque chose de linéaire qui commence de 0 à 2000. Le temps, c'est une énergie. C'est une énergie qui circule dans l'univers et qu'on peut saisir et qui peut nous saisir. Il n'y a pas de limite entre le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui du 18 mai 2017, et celui du 18 mai 2217, par exemple. On peut être aspiré. Je sais que c'est des notions qui sont complexes, mais tout peut arriver. Les barrières d'espace-temps peuvent être brisées. Ce sont des dimensions, ce sont des portails dimensionnels. Ils sont là devant nous. On peut les emprunter ou ne pas les emprunter. Il faut qu'on en soit conscient et il faut développer cette conscience. Évidemment, vous imaginez bien que métro, boulot, dodo, si on vous parle de barrière d'espace-temps, c'est... Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est des conneries. Oui, bien sûr, c'est des conneries. Pour vous, peut-être pas pour moi. Donc le temps est modulé par un cycle, ce qui est logique. Le temps, c'est un cycle, c'est comme une montre. Ça tourne, hein, c'est un cycle. Et quand on arrive à la fin d'un cycle qui dure 25 000 ans, pour nous c'est 24 heures. Mais on a des cycles de 25 000 ans. Ce qui est notre cas actuellement, il y a beaucoup plus d'informations qui circulent en 25 000 ans qu'en 24 heures. Enfin, pour une fourmi, 24 heures, c'est beaucoup. Pour un humain, 24 heures, c'est rien du tout. Mais si on était sur la Lune, 24 heures, ce ne seraient pas les mêmes 24 heures sur la Lune que sur la Terre. Et ainsi de suite sur d'autres planètes. Ça aussi, c'est important de le savoir. Et donc ces informations qui passent, elles circulent à travers le temps, comme un énorme nuage dans lequel il y aurait plein d'informations. Les gens deviennent de véritables récepteurs. Les gens deviennent de véritables récepteurs. Souvent, vous vous posez la question de savoir, mais comment ça se fait que j'ai ces visions, j'entends ça, hier je ne comprenais pas ce truc-là, maintenant je le comprends. Qu'est-ce que c'est que cette image qui me traverse l'esprit? Je me sens inspiré vers quelque chose. Eh bien, ce sont ces milliards et milliards et milliards d'informations qui circulent et qui passent à travers vous. Et parfois, dans votre corps, il y a quelque chose qui va s'accrocher à ce temps. Partie de votre ADN qui a été programmé pour saisir cette information de ce temps. Ce qui fait que vous êtes capable d'entendre cette information. Vous êtes capable même de la saisir et de comprendre. Et ça vous permet de, comme il le dit, de raisonner avec les confins de l'univers et de recevoir ces informations. Ça veut dire que sans le savoir, vous êtes en rapport avec quelque chose, une entité, quelqu'un qui se trouve là-bas, à des milliards d'années-lumière, et qui correspond avec vous d'une manière absolument incroyable.
la lumière, le temps. Les Mayas, par exemple, utilisaient les bougies, la flamme des bougies, parce qu'ils savaient, quand ils s'adressaient aux dieux, que cette flamme était perçue quasiment au même moment n'importe où dans l'univers. Cette lumière. Et les scientifiques, plus tard, ont qualifié les voyages spatiaux avec une nouvelle donnée qui était la vitesse de la lumière. Ah, j'ai mon chien qui s'inquiète de savoir qu'est-ce que c'est que cette odeur qui circule là. Mais c'était un oiseau, je l'ai remis dehors, il était sonné. Donc, ça fait beaucoup de perturbations aujourd'hui pour faire une vidéo. Hein. Le chien, l'oiseau. Je suis désolé, c'est la vie. La vie est plus importante que ma vidéo. Il appelle ça aussi l'oreille mystique, qui lui permet de recevoir cette information mystique, parce qu'elle ne peut pas être qualifiée autrement. Et c'est ça qui est assez remarquable, une oreille mystique. On a tous une oreille mystique, pas mistigris, mais mystique. On a peut-être deux. Parce que ce qui se passe dans le cerveau, c'est extraordinaire. Ce qui se passe dans le corps humain, on a autant d'atomes, autant de molécules dans le corps humain que d'étoiles dans l'univers. L'homme est à l'image de l'univers. Quand vous voyez l'homme de Vitruve, qui a été dessiné par Léonard, vous voyez un homme universel, mais cet homme universel, c'est l'univers. C'est l'univers entier. Et c'est ça qui est passionnant. C'est de se dire que soi-même, dans son intestin, on a autant de bactéries que d'étoiles. C'est extraordinaire, des bonnes et des mauvaises, bien sûr. Qu'on est soi-même un univers, que dans notre univers, il y a toute une vie, que dans le corps de la femme, il y a une nouvelle vie qui arrive. Et cette nouvelle vie, c'est l'espoir de l'humanité. Mais cet espoir de l'humanité, ils veulent nous l'arracher, vous comprenez ? Ils rendent stériles les femmes, les jeunes filles. Ils les rendent stériles par la radioactivité, comme à Fukushima. Ils les rendent stériles par la vaccination, on le sait. Ils rendent les enfants autistes. Donc ils apportent des maladies épouvantables à l'humanité pour justifier leur pseudo-progrès de créer l'humanité à leur image. C'est contre cela que nous devons nous battre. Et c'est contre cela que ces gens comme Macron et comme son gouvernement de Barbon, 70 ans, le Drian, mais on se fout de qui ? On se fout de qui ? Vous comprenez de qui ils se foutent ? Ils se moquent de vous. Mais alors, ouvertement, c'est un scandale inouï. Mais vous. C'est bon, ça va, on va signer une pétition. Non! Les pétitions, c'est ça, les pétitions, ça sert à rien. Si vous voulez les bouter hors de France, comme on boutait les ennemis, il faut les foutre dehors à coups de pompe dans le cul. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, parce qu'autrement, ils se foutent tous de vous. Et je vais terminer par une belle note. Vous regardez ma pierre. Elle est belle, ma pierre. Je l'ai eue en Australie, cette pierre. C'est un aborigène qui me l'a offerte. Elle représente l'univers, l'universalité. J'ai eu de très bons contacts quand j'étais en Australie avec les autochtones. Je ne parle pas des Australiens, parce que les Australiens... bientôt, ils seront tous chinois, les Australiens. Il y a beaucoup d'immigration chinoise et coréenne, et comme ce sont eux qui travaillent, ce sont eux qui font fonctionner l'Australie. En Nouvelle-Zélande aussi, j'ai eu de merveilleux contacts, avec des Maoris. Ah tiens, je vais vous la raconter cette histoire parce que ça va nous détendre. J'étais sur un marché à Christchurch, 2 jours avant le terrible tremblement de terre qui a dû nous faire quitter le pays parce qu'on y était installés. Ça, c'est le drame de ma vie, je dois vous avouer. Et je vois un sculpteur de ce jade vert qui avait son petit stand. Il avait des mains comme j'avais jamais vu de ma vie. Cet homme avait des mains, des pattes d'ours, tellement elles étaient grosses. Ce type sculptait le jade à la main, il ne prenait pas un marteau-piqueur électrique.
C'était vraiment c'était un monstre. Hein. Les mains étaient monstrueuses. J'avais jamais vu ça. Un ours. Et puis caleuse et forte. Le type, il vous aurait collé une tarte, la tête faisait 3 tours. Hein. C'était évident. Alors ce qu'il y a de formidable avec les Maoris, ils sont à la fois extrêmement violents et en même temps d'une grande douceur. Et surtout quand on les respecte. Je suis un homme de respect. J'ai toujours respecté tout le monde. Les Hongrois sont comme ça. Toujours accueilli tout le monde, sans distinction. Et je vois qu'ils vendent ces pierres qui sculptent et qui sont magnifiques parce qu'elles ne sont pas sculptées par des Blancs qui se prennent pour des Maoris, mais par un véritable Maori de tradition. Et je lui dis, c'est magnifique ce que tu fais. Évidemment, je lui ai acheté une pierre parce qu'elle était très très belle. Et puis il me voyait avec mon gros appareil photo. Il me dit, mais tu fais quoi toi? Et je lui dis, bah moi je suis peintre et écrivain. Il m'a dit, mais tu peins quoi? Et puis j'avais mon petit iPod sur lequel j'avais mon book. Et je lui dis, écoute, je vais te montrer ce que je peins parce que... ouais, parce que je ne vous ai pas dit, parce que j'ai une formation de peintre aussi, je fais tous les métiers du monde. Et j'ai exposé pendant plus de 20 ans. Puis j'ai eu une crise mystique et je suis devenu écrivain. Voilà. Puis il commence à regarder les photos des tableaux, il est extrêmement impressionné et je suis très flatté. Il me dit, mais c'est incroyable, incroyable, c'est toi qui fais ça? J'ai dit, bah oui. Il me dit, tu dois en vendre beaucoup, tu dois être très riche. J'ai dit, ben non. Il dit, c'est pas normal, c'est magnifique ce que tu fais. Puis il appelle son frère qui arrive. Alors l'autre, il arrive en me faisant un haka avec un couteau rituel. Puis il se met juste devant mon visage en tirant la langue, comme ça, avec son couteau. Et je lui dis, oulala, là, on se calme, on se calme. Ils sont comme ça. Et il lui dit, regarde ce qu'il fait celui-là. Alors l'iPod qui passe d'une main à l'autre. Il dit, oh, c'est génial ce qu'il fait ce type, c'est toi qui fais ça? Oui, oui, oui. Et je lui dis, j'aimerais bien faire un film sur ton travail. Oh, mais il n'y a pas de problème, tu vas faire un film sur moi. Et je lui dis, mais tu sais que ça nous coûtera de l'argent. Il n'y a pas de problème, tu viens avec ta machine là, tu viens la montrer au chef du clan, ils ont de l'argent et ils vont nous en donner et on va faire un film sur comment on va aller chercher la pierre dans la rivière, comment on va la remonter et comment je vais la sculpter. On s'était donné rendez-vous 3 jours après, mais le lendemain, on a eu ce tremblement de terre qui a complètement détruit la ville de Christchurch. On a échappé à la mort de justesse, ça nous a traumatisés, bien sûr. Toutes les personnes qui ont vécu des événements naturels dramatiques réalisent combien l'homme est faible. Ce que disait le peintre de la Croix, l'homme n'est rien face à l'immensité de la nature. J'ai compris mon maître de la Croix, Eugène de la Croix, bien sûr, qui est celui qui a peint La liberté guidant le peuple, entre autres. C'est la mort de Sardanapale, la fiancée juive, la mariée juive. Enfin, pour moi, le plus grand peintre romantique du XIXe siècle, qui a bien inspiré les impressionnistes. Donc j'ai pas pu faire mon film et j'ai dû quitter ce pays que j'aime. Mon rêve, c'est d'y retourner et de les retrouver. Parce que j'ai compris que quand on parle le même langage, qui est le langage de la création et de la spiritualité, parce qu'en dehors de la violence, ces gens sont d'une très très grande spiritualité, eh bien on se comprend et on peut aller très loin. Or, l'oligarchie telle que nous la connaissons est contre toute forme de spiritualité et contre toute forme de culture et d'éducation. Et malheureusement, c'est ce que nous allons vivre avec M. Macron et sa bande de joyeux drilles. Voilà, allez, je pense que c'est une longue vidéo, j'ai beaucoup parlé de beaucoup de sujets. Il n'y a pas de texte aujourd'hui, ne le cherchez pas, il n'y en aura pas. C'est de l'impro, je suis désolé pour mon petit oiseau, là, mon piquet-pêche. J'espère qu'il a regagné sa liberté et qu'il peut voler désormais librement. Et que mes chiens ne vont pas le manger, comme ils m'ont déjà mangé un magnifique jet que j'avais récupéré et qui était sur mon épaule. Donc ça m'a fait beaucoup de peine, donc j'espère que celui-là vivra. Et j'espère que vous vivrez heureux, avec un éveil de conscience le plus tôt possible. Salut!